Au Cameroun, l'opposition accuse le président Paul Biya d'être le seul responsable du conflit dans les régions anglophones du pays. Une déclaration de Joshua Aussi, candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle. En République démocratique du Congo, une liste a été transmise à la commission électorale pour invalider tous les candidats détenteurs d'une autre nationalité, une démarche dénoncée par les uns et adoubée par les autres. Week-end sanglant dans le nord-est du Nigeria, région en proie aux violences de Boko Haram. Au moins 10 personnes ont été tuées dans 2 attaques survenues vendredi et samedi dans l'état du Borno. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Cameroun, l'opposition accuse le président Paul Biya d'être le seul responsable du conflit dans les régions anglophones du pays. Joshua Aussi, candidat du Social Democratic Front, principal parti d'opposition à la présidentielle d'octobre prochain, a fait cette déclaration lors d'un entretien accordé à nos confrères de l'agence France Presse. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun sont en proie depuis fin 2016 à une crise politique qui a dégénéré fin 2017 en un conflit entre forces armées et séparatistes anglophones. Ce conflit qui a fait des dizaines de morts, dont au moins 80 soldats et policiers, a également contraint environ 200 000 personnes à fuir de chez elles. L'ombre de ce conflit plane sur l'organisation en zone anglophone de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Pour Joshua Aussi, candidat du principal parti d'opposition à cette élection, le président camerounais Paul Biya est le seul responsable du conflit. Il justifie cette position par le fait que le président de la République est le commandant en chef des forces armées qui envoie des troupes tirer sur des Camerounais. L'opposant estime que le Cameroun est entré en guerre civile à cause d'un gouvernement absent et du manque d'un leadership politique du chef de l'État qui n'a jamais fait le déplacement dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays pour essayer de toucher du doigt les réalités locales et d'apporter un début de solution. Joshua Aussi affirme que le fédéralisme réclamé par des séparatistes est aujourd'hui nécessaire pour apporter un début de solution à la crise. Une approche fermement rejetée par le pouvoir central. En bref, au Mali, la Cour constitutionnelle a officiellement déclaré le président Ibrahim Boubacar Keïta réélu. C'était à l'issue d'une audience publique d'un peu plus d'1 heure. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages au second tour le 12 août dernier contre 32,84% à Soumaïla Cissé, selon la Cour constitutionnelle qui n'a retranché qu'un centième au score du président sortant annoncé par le ministère en charge des élections. Il faut dire que la Cour a jugé irrecevable ou infondé par manque de preuves les recours introduits par le chef de file de l'opposition qui a appelé ses partisans à résister au cours d'une manifestation qui a rassemblé samedi à Bamako un bon millier de personnes. La Tanzanie est un pays indépendant et ne saurait se laisser intimider. C'est ce qu'a affirmé ce week-end le parti au pouvoir qui réagissait aux critiques américaines. Critiques selon lesquelles les dernières élections en Tanzanie, élections partielles locales qui se sont déroulées le 12 août dernier, avaient été entachées de violence et d'irrégularités. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne pouvons pas être intimidés. Même si notre pays est pauvre, nous ne sommes pas prêts d'accepter des ingérences dans notre gouvernance. Nous continuerons à nous gouverner nous-mêmes, a déclaré Bachirou Ali, secrétaire général du parti au pouvoir, le CCM, lors d'une réunion publique. Devant la presse jeudi, le secrétaire général avait déjà dit espérer que les États-Unis d'Amérique et d'autres institutions et pays étrangers respecteront l'indépendance du pays. La veille, l'ambassade américaine en Tanzanie avait fait part de la préoccupation des États-Unis face au déroulement des élections partielles du 12 août. Des rapports crédibles font état de violences électorales et d'irrégularités, incluant le refus par la Commission nationale électorale d'enregistrer des candidats de l'opposition, l'intimidation par la police de membres de partis d'opposition, des arrestations sans mandat d'arrêt et la suppression des droits de rassemblement et de parole à la veille des élections.
avait détaillé l'ambassade dans un communiqué. Les États-Unis comptent parmi les principaux bailleurs de fonds de la Tanzanie. Pour rappel, le président tanzanien John Magufuli, dont le mandat entamé fin 2015 est marqué du sceau de l'intransigeance et de l'autoritarisme selon ses détracteurs, a affirmé le mois dernier que le CCM resterait au pouvoir à jamais. En République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge de la justice, dans une lettre au procureur général de la Cour de cassation, parle d'une liste transmise à la commission électorale pour invalider tous les candidats détenteurs d'une autre nationalité. Une démarche largement dénoncée par d'aucuns et adoubée par d'autres. Reportage. Alexis Tambwe Mwamba entrevoit de possibles dénonciations et recommande des poursuites contre toute personne qui, au mépris de la loi, aura déposé sa candidature et se sera fait élire. Cette démarche qui vise à exclure de la présidentielle les binationaux est soutenue par certaines organisations comme la Synergie des missions électorales citoyennes. Cette dernière estime en effet qu'il faut se soumettre aux exigences de la Constitution. Une autre frange de citoyens congolais critique l'action du ministre de la Justice qui intervient plusieurs années après le moratoire convenu au sein de la classe politique. Pour l'opposant Christophe Lutundula, cette démarche aurait eu toute sa pertinence et toute son objectivité si elle avait été entreprise bien avant, en dehors de cette période de suspicion et de règlement de compte. Selon lui, cette appréhension est d'autant plus fondée que le ministre de la Justice lui-même distribue des arrêtés de recouvrement de la nationalité sans passer par le Conseil des ministres, ni s'assurer que le bénéficiaire du recouvrement a en même temps perdu la nationalité étrangère conformément à la législation du pays qui lui a octroyé la nationalité. Tous ceux qui s'opposent à la démarche du ministre estiment que pour plus d'équité, il faudra retirer tous les arrêtés qui ont été signés depuis 2015, l'année précédant la fin du mandat constitutionnel de Joseph Kabila. Candidat à la présidentielle de décembre prochain, Moïse Katumbi, qui semble visé, a eu 2 nationalités, congolaise et italienne, pendant 17 ans. Or, le droit congolais ne reconnaît pas la double nationalité et la majorité a déjà évoqué cette affaire afin de lui nuire. Week-end sanglant dans le nord-est du Nigeria, région en proie aux violences de Boko Haram depuis plus de 9 ans. Au moins 10 personnes ont été tuées dans 2 attaques survenues vendredi et samedi dans l'état du Borno. Plus de précisions à travers ces images. 2 attaques de Boko Haram au cours du week-end ont fait au moins 10 morts dans le nord-est du Nigeria. Samedi soir, des combattants sont arrivés par camion dans le village de Mairari, à 10 km de la ville de Monguno, dans l'état du Bordeaux, et ont commencé à tirer et à lancer des grenades. Selon un responsable d'une milice civile locale engagée aux côtés de l'armée contre les djihadistes, les hommes de Boko Haram ont égorgé 6 hommes. Un bilan confirmé par des témoins qui ont ajouté que les policiers postés dans la ville ne s'étaient pas interposés et n'avaient pas tenté d'arrêter les assaillants. La veille au soir, 4 agriculteurs ont été abattus à la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'état du Bordeaux. Ces attaques contre des civils interviennent après une série d'assauts lancés contre les forces de sécurité et les garnisons militaires. Mamadou Bouhari, qui est candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle de février 2019, a été élu il y a 4 ans sur la promesse d'éradiquer le groupe djihadiste qui a fait plus de 20 000 morts et des millions de déplacés depuis 2009. Restons au Nigeria où le président Muhammadu Buhari est rentré samedi au pays après avoir pris ses vacances. L'annonce officielle a été faite par son bureau à travers un communiqué qui n'a pas précisé si le chef de l'État a rencontré son médecin durant son séjour à Londres. Après avoir pris quelques 10 jours ouvrables de vacances, le président nigérien Muhammadu Buhari est rentré samedi à Abuja. Le chef de l'État avait commencé ses vacances à Londres le 3 août dernier, sans préciser s'il y verrait son médecin.
Le président nigérian a effectué de nombreux séjours à Londres pour des raisons de santé. En mai dernier, le dirigeant nigérian avait passé 3 jours à Londres pour raisons médicales, après y avoir passé plus de 5 mois l'an dernier pour soigner une maladie non dévoilée au grand public. Ce nouveau séjour, alors que le parti au pouvoir est en pleine crise, après la défection de dizaines de ses membres en vue de la présidentielle de février 2019, a relancé les soupçons sur l'état de santé du chef de l'État. Le principal parti d'opposition au Nigeria, le Parti démocratique du peuple PDP, a toujours insisté sur le fait que le président Buhari est indisposé et inapte à gouverner. Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession, malgré les critiques sur ses capacités physiques à diriger le pays. On revient en République démocratique du Congo où le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'élève graduellement depuis 18 jours dans l'est du pays, une région déjà fragilisée par la violence et les déplacements de population. Il faut dire que l'épidémie a déjà fait 49 morts et plus de 2000 personnes suivies. Reportage. L'épidémie signalée le 1er août dans la province du Nord Kivu a fait 49 morts sur 90 cas signalés selon le dernier bulletin de situation épidémiologique du ministère congolais de la Santé en date de samedi. La Direction générale de lutte contre les maladies recense 22 décès parmi les 63 cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements et 27 décès probablement dus à Ebola en raison d'un lien épidémiologique avec le virus. La plupart des décès ont été enregistrés dans la bourgade agricole de Mangina, à 30 km au sud-ouest du Béni, d'où est partie l'épidémie. 3 décès ont été aussi répertoriés dans la province voisine de l'Ituri. Les équipes sur le terrain ont en outre identifié 2157 contacts selon le ministère, à savoir des personnes qui ont pu être en contact avec le virus. Les professionnels de santé mènent un travail colossal pour suivre ces contacts, continuer la recherche active de cas et pour préparer le terrain aux équipes de vaccination, affirme le ministère congolais de la Santé. La vaccination est utilisée comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l'Équateur dans le nord-ouest du pays et dont la fin a été annoncée le 24 juillet. Les équipes médicales à Béni et à Mangina ont commencé à utiliser la molécule thérapeutique MAB 114 dans le cadre du traitement des malades, a précisé cette semaine le ministère congolais de la Santé. La RDC Est-Zaïre a connu 10 épidémies d'Ebola depuis 1976, mais c'est la première fois que le virus sévit dans une zone de conflit armé, densément peuplée avec d'importants mouvements de population. La Côte d'Ivoire se prépare pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2020. À 2 ans de l'échéance, les états-majors politiques sont en ébullition et le paysage politique en pleine mutation. Dans la foulée, l'Union des Soroïstes a également lancé son premier conseil national. Voici les détails. Libération de l'ex-première dame Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Appel du président Alassane Ouattara de passer la main à la génération montante. En voilà des événements qui rendent dynamique et changeante l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas tout. Samedi dernier, ce sont des partisans de Guillaume Soro qui se sont fait entendre. Le mouvement politique Union des Soroïstes, UDS, a tenu son premier conseil national. Les membres de l'UDS exigent que leur leader se présente à l'élection présidentielle de 2020. Tous souhaitent voir Guillaume Soro diriger le pays dès 2020. Leur principal argument est sa jeunesse. Mouvement politique, l'UDS est lancé il y a 1 an par des acteurs de la société civile en soutien à l'action de Guillaume Soro. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.